des devoirs des parents est de protéger la progéniture. Sauf que dans certains cas, mesdames, messieurs, on se rend compte que les parents ont tendance à surprotéger les enfants. Et surtout, ce phénomène est noté du côté des mères. Peut-on parler dans le cas de surprotection parentale ou surtout au niveau de la maman d'amour maternel démesuré, mesdames, messieurs? C'est la question que nous voulons nous poser ce matin avec des invités déjà sur le plateau d'Anonde. Bien sûr, nous avons avec nous Vicencia Théou Toron, elle est mère de famille. Merci d'être là, madame. Bonjour. Bonjour, madame. En face de vous, pour faire le débat, nous avons Romuald Boton, qu'on ne présente d'ailleurs plus, médecin pédiatre, père de famille et en ces deux casquettes, ou avec ces deux casquettes, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, heureuse. Merci d'être là. Et au téléphone, nous avons celle qu'on ne présente non plus. Ah oui, de Chacus, voilà, de Chacus Sylvie. Elle est psychologue. D'un instant à l'autre, on aura son avis dans le débat. Alors, Madame Danonde, merci d'avoir donc présenté nos invités. Mesdames, Messieurs, on va démarrer avec Madame Théou Toron. Dites-nous, Madame, est-ce que parmi tous vos enfants, lequel vous protégez contre les autres et contre les voisins? Je ne protège aucun. Ah oui? Oui, je ne protège aucun enfant. Vous les aimez tous de la même manière? Bien sûr. C'est bien difficile, hein? Mais il faut le faire. Il faut aimer les enfants au même type. Oui. Mais est-ce que vous avez remarqué avec nous que généralement les mamans, si les parents le font en général, mais le plus souvent les mamans ont tendance à surprotéger les enfants? Bien sûr. Les mamans se protègent les enfants souvent. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui peut en être la cause? Pourquoi, selon vous? Je l'analysais depuis, mais je n'ai pas encore eu de... Ça ne se comprend pas, selon Ça ne vous? comprend pas. Ah bon? Oui. On parle de surprotection, Je ne comprends pas. on va commencer par demander au docteur Boton. Docteur, dites-nous, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur protection parentale? Merci beaucoup, Alain. En fait, il faut d'abord planter le décor. La parentalité, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas de parent parfait. Il n'y a personne qui puisse dire « je suis un parent parfait, tout ce que je fais, c'est bien pour mon enfant ». Non, il n'y a pas de parentalité parfaite. Tous les parents veulent donner de l'affection et veulent donner de la protection à leurs enfants. C'est normal, c'est inné, cela fait partie en fait de la parentalité. Mais quand on dit surprotection, en fait, c'est le fait en fait d'empêcher l'enfant de faire des erreurs ou bien d'anticiper sur les éventuelles erreurs qu'il aura à commettre, ou bien d'être toujours là et de faire tout à sa place. Et là, en fait, l'enfant a l'impression que en fait, c'est le parent qui fait tout parce que en fait, le parent a peur que l'enfant ne puisse se tromper. Donc, comme il a déjà de l'expérience, il est toujours en train de prendre de l'avance sur ce que l'enfant doit faire. Donc, il anticipe, il empêche l'enfant de faire pour éviter que l'enfant fasse des erreurs. Donc, c'est ça, en fait, la surprotection. Sinon, protéger, ce n'est pas encore un souci, puisque ça fait partie de la parentalité. Oui. Donner de l'amour, il n'y a pas encore de souci. Mais lorsque, en fait, cela devient excessif, alors là, ça commence pas à devenir pas bon pour l'enfant. Mais comment constater ou comment savoir que ça devient excessif? Donc, la protection pour la surprotection. En fait, médicalement, cela commence souvent à partir de l'âge de 3 ans. Lors du complexe d'Oedipe, vous allez voir, les filles sont beaucoup plus attachées à leur papa, les garçons sont beaucoup plus attachés à leur maman. Et puis, inconsciemment, les parents rentrent dans le jeu. Vous allez voir, papa va dire souvent, ça c'est la chérie. Chacun choisit inconsciemment son enfant. C'est ça. Vous allez voir, dans des couples, c'est de façon inconsciente. Ça se fait tout de suite. Vous allez voir, moi par exemple, je sais qui demande à papa et il ne refuse jamais. Ça, c'est clair. Je sais que si elle demande là... vos enfants, il y a certains qui sont... Ah non, chez moi, je parle dans ma parentalité, quoi. Ah, d'accord. Je sais par exemple qui demande et mon père ne refuse jamais. C'est-à-dire que quand elle demande là, ça passe toujours. Ah oui, ça passe. Elle devient la porte-parole. Et vous prenez par elle pour avoir ce que vous voulez. Justement, c'est la stratégie. Je sais que quand moi je demande, je n'aurai pas. Donc je dis, tu vas demander ceci. Et puis comme ça, comme tu auras 2, donc tu me donnes ma part. Quelle stratégie! Alors, on va faire intervenir également docteur Sylvie de Chacus. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, heureuse. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, on parle de la surprotection des enfants.
pour vous, déjà, en tant que mère, avant d'en venir à votre casquette de psychologue, est-ce que vous comprenez ces mères surprotectrices? Oui. Oui, vous savez, la société a évolué à travers les temps. Autrefois, on disait que l'enfant, c'est deux personnes qui font l'enfant, c'est la société qui l'éduque et qui l'élève. Lorsque l'enfant, qu'il soit à la maison, qu'il soit dans la rue ou à l'école, toute la société a la charge de son éducation. Et tout se passait très bien. Le voisin peut sanctionner votre enfant. Oui. Le voisin peut taper votre enfant lorsqu'il a des comportements un peu débordants. À l'école, on pouvait corriger l'enfant par support ou autre chose, où on peut gronder l'enfant, et tout allait bien. Tout allait bien dès lors que tout se passait dans la mesure. Mais les temps ont évolué, les temps ont changé. Il y a beaucoup d'abus qu'on observe. Vous voyez, aujourd'hui à l'école, l'État a été témoin des sévices corporels allant jusqu'à la perte de vie humaine. Et c'est tout chose qui a obligé l'État à prendre des mesures, à légiférer et à aller jusqu'à supprimer la sanction corporelle. Ce qui a bien des avantages comme des inconvénients, parce que ça a ses corollaires comme la régression des performances scolaires. Mais docteur Deschacus, oui. Quand on revient maintenant dans le noyau familial, qu'est-ce qui, à votre avis, conduit un parent ou généralement la maman à surprotéger un enfant, à anticiper les dangers éventuels, comme le disait le docteur Botton sur ce plateau, à anticiper ces dangers-là, à ne pas vouloir que l'enfant se confronte aux réalités de la vie? Oui, j'en connais bien de choses. Pour aller à la suite de mon niveau tout à l'heure, je prends un exemple. Oui. Vous savez, on a l'habitude de commander aux enfants d'aller nous acheter du pain ou de la cassa ou que sais-je dans la rue. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les conduites, les modes de conduite que l'on observe, les motos qui foisonnent, les véhicules où on a l'incivisme qui amène des uns et des autres à rouler, à vivre à lui, même dans des rues, on voit des enfants écrasés. Ce qui fait que l'enfant qui a besoin de faire cette petite course pour ses parents, de quoi favoriser un développement personnel de l'enfant, fait que le parent a peur. Oui, mais docteur Deschacus, on pourrait vous opposer le fait qu'il existe aussi des accidents à domicile, hein? Oui, ça c'est vrai, mais on essaie quand même de mesurer les risques. On essaie de mesurer les risques. Mais c'est récurrent, s'il vous plaît, de voir des enfants régulièrement écrasés dans les rues du fait de l'incivisme, du fait des comportements malencontreux des citoyens que nous sommes. D'accord. Docteur Deschacus, Docteur Deschacus, oui. vous continuez de garder la ligne, s'il vous plaît. Juste un instant pour passer la parole à Madame Théo Thoron, de nous dire un peu. Madame, en début d'émission, vous dites que vous n'avez pas de préférence parmi vos enfants. Vous ne protégez ni l'un contre ni l'autre. Mais dites-nous, est-ce que parmi vos enfants, il n'y a pas celui-là ou celle-là qui... quand il vient ou bien quand elle vient, est sûr d'obtenir
gain de cause. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. La Benjamin, souvent, quand elle vient avec ses beaux yeux, elle me parle vraiment, je cède. Mais pourquoi Je cède. pourquoi les autres n'ont pas cette facilité? Pourquoi elle? Parce qu'ils savent que c'est là, quand la Benjamin demande, on sait que c'est elle. Donc, Non, ils on parlent est tous pareil. tous pareils pour demander. Va voir maman avec. Va voir maman. On pousse. C'est ce que vous dites. Tous les parents ont toujours un enfant qui est le maillon faible. Que ce soit du côté du papa ou du côté de maman, il y a toujours un maillon faible. Et je dis souvent, en fait, et nous, au niveau de l'armée, par exemple, on a réglé le problème. Ah oui? Il y a, dans la notation, par exemple, d'un individu, il y a ce qu'on appelle la cote d'amour. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire, la notation peut être nickel, sur le plan professionnel, tu es nickel, mais le patron peut ne pas t'expliquer pourquoi l'aura ne passe pas entre vous. C'est inexpliqué, c'est comme ça. Oui, bien sûr, ce n'est pas une question d'humeur, alors. Pas forcément. À partir de ce C'est-à-dire, moment. il y a par exemple plusieurs personnes m'invitent pour des émissions, peut-être que je ne viendrai pas. Ça, c'est mais quand vrai. j'entends Alain, je dis, ah mais ça passe entre nous, donc je Eh viens. ouais. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. C'est humain. Ça fait partie en fait de l'affectivité. C'est pas parce qu'on n'aime pas les autres, mais c'est parce qu'avec la personne, de façon particulière, il y a un feeling qui passe beaucoup passe. plus facilement. D'accord. C'est pas ce feeling-là qui, sans le savoir, conduit vers la surprotection. Oui, ce feeling peut conduire vers la surprotection, mais en fait, il faut vraiment faire très attention parce que c'est un terrain très glissant. En fait, le parent surprotecteur, c'est, je dis souvent aux parents, si vous avez vu un parent surprotecteur, c'est qu'il a vécu soit la même chose ou il a eu du mal, en fait, à lui-même s'adapter à la vie. Voilà. Et donc, il a l'impression qu'il faut toujours protéger l'autre De ces embûches. de ces embûches-là. D'accord. Et je vais reprendre par exemple le docteur Deschacus tout Oui, à l'heure. oui. Elle a dit une chose qui me fait souvent tiquer, moi ça me fait souvent sourire. Il y a plein de personnes qui sont inciviques. Mais si vous faites attention, les enfants de la rue traversent mieux la rue que nos enfants. Ah oui, ça c'est vrai. Les enfants de la c'est rue vrai. Oui. traversent mieux la rue que nos enfants. bien Ça, c'est C'est vrai. parce que nous avons passé le temps à surprotéger nos enfants qu'on a l'impression en fait qu'il y a des personnes qui sont inciviques. Prenons Parce que prenons ce volet. la société en fait évolue. Prenons ce volet, docteur. Pourquoi j'ai envie de dire docteur Choco? En fait, je vends la mèche, mesdames et messieurs. C'est lui qu'on appelle docteur Choco en réalité. Encore que ce n'est pas une mèche vendue. Ah, n'est-ce pas? Il est planétaire. Alors, docteur Choco, dites-nous, c'est nous qui amenons nos enfants déjà en véhicule à l'école, au lieu de rester de l'autre côté pour que les enfants traversent, on traverse la voie, avec eux, on va les déposer au portail de l'école et parfois on descend de la voiture, on les tient par la main. Jusqu'à Est-ce que c'est une forme de surprotection? C'est inconsciemment une forme de surprotection. Inconsciemment, oui. En fait, le problème qui se pose, c'est que le parent surprotecteur, en fait, il ne fait pas pour faire du mal à l'enfant. Il a l'impression qu'il le fait parce qu'il se dit, je suis responsable de cet enfant. Si quelque chose arrive, il ne faudrait pas que quelque chose arrive et que je me sente coupable. Donc, du coup, pour pouvoir s'enlever le poids de cette culpabilité, il agit en surprotecteur. Est-ce que vous voyez? Donc, Sans même s'en rendre compte. Sans rendre compte. Si vous ne savez pas même, c'est quand parfois en couple, quand vous rentrez en chambre, tu dis, mais l'enfant a fait ceci, pourquoi tu n'as pas réagi? C'est en ce moment le parent se remet en question, il se dit, attends, c'est comme si je n'ai pas levé le ton. Vous allez voir, par exemple, maman, par rapport à Saint-Benjamin, tout le monde fait la même connerie, mais quand elle va arriver, quand c'est la Benjamin, maman, j'ai fait ceci. Elle la regarde, elle ne va pas réagir. Mais si c'est l'aîné ou bien l'autre qui, maman, il n'a pas encore dit même, mais comment, la baffe a déjà... Mais justement, oui. Pourquoi c'est souvent les Benjamins ou les Benjamines, surtout les Benjamines, qui ont cette faveur-là? Alors, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, les premiers enfants, c'est là où on fait ce qu'on appelle l'éducation de la parentalité. Ok. En fait, personne n'est né bon parent. Donc, on apprend. Quelles que soient les leçons de parentalité qu'on vous donne, c'est avec les premiers enfants qu'on fait ces premiers pas. On apprend. Le deuxième, on anticipe déjà, on sait déjà ce qu'il faut faire. Le troisième, et quand le dernier arrive, on se dit, bon, j'ai trop serré le premier, ça n'a rien donné. Pourtant, j'ai trop serré j'ai un peu, j'ai desserré. Bon, est-ce que je ne veux pas essayer? Et donc, on devient de plus en plus laxiste. Ça fait un. De deux, on prend de l'âge. Ah oui. Donc, on n'a plus la même vigueur qu'on avait. Au départ. Quand on était plus jeune, Oui. on avait beaucoup plus de punch. Et vous allez voir, ça me fait souvent rire. Souvent, moi, c'est à la maison avec mon épouse. Mes petites sœurs
papa, mon papa les laisse tout faire. Je dis non, c'est pas qu'il les laisse tout faire. Il n'a plus la même force qu'il avait quand vous... à votre époque. Donc, du coup, il a levé du pied. Oui. C'est pas il ne se rend même pas compte qu'il les laisse tout faire. Il a même lui-même l'impression qu'il est toujours le papa rigoureux. Mais c'est les enfants qui se rendent compte, mais non, il n'est plus rigoureux comme avant. On va justement demander à Mme Théo Thoron de nous dire quelle est la réaction des aînés quand la Benjamine a toutes vos faveurs. L'aînée n'est pas du tout contente. C'est une fille. Pas du tout contente. Elle me dit souvent, c'est toujours elle. Mais quand elle vient, on ne lui cède pas. C'est toujours la Benjamine. Elle n'est pas du tout contente. Elle n'est pas du tout contente. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème de jalousie qui se crée entre les enfants? Il y a des problèmes, il y a des parents, il y a des familles dans lesquelles c'est des petits trucs qui n'ont l'air de rien. Mais dès que les parents ne sont plus là, en fait, tant que le parent qui protège ou protège est là, tout le monde se tait. Tout va bien. Parce qu'on se dit oui, il n'y a pas de problème, le bon Dieu est là, donc nous les anges, on ne réagit pas. Quand il sera absent. Mais dès que le surprotecteur n'est plus là, celui qui est surprotégé, on lui règle ses comptes. Ah oui, il en prend pour son galon. Lui-même, il se rend compte en fait, parce que ce qui se passe, c'est que les enfants qui ne sont pas surprotégés, ils se disent, attends, il nous a donné une éducation dure. Et quand il arrive à ce niveau, il surprotège. Si jamais, quand il n'est pas là, si on ne prend pas nos responsabilités, quand ils ne seront plus définitivement là, mais celle-là va nous mener la vie dure. Donc, il se substitue aux parents pour pouvoir en fait essayer d'endiguer le phénomène. Donc, ils deviennent en fait de façon précoce des parents eux-mêmes. Effectivement. Notre Botton, dites-nous, l'enfant il est à bas âge, il est vulnérable comme le dirait l'autre. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas en fait une bonne chose que d'anticiper les problèmes, de lui trouver des solutions toutes faites déjà, de le protéger, de le surprotéger? C'est très dangereux. Lorsque vous surprotégez un enfant, en fait, vous le préparez en fait à être un mauvais adulte. Ah bon? Oui. J'ai 8 dangers en fait de la surprotection. On va venir sur les dangers. On va venir sur les dangers tout à l'heure. C'est dangereux de le surprotéger parce qu'en fait, que vous le voulez ou non. Là, je dis souvent aux parents, la vie ce n'est pas du blanc ou du noir. La vie c'est du gris. C'est un mélange de blanc et de noir. Ouais. Donc ça veut dire, si vous lui faites croire que en fait, en le surprotégeant, que la vie n'est que blanc, dès qu'il va se confronter aux réalités de la vie, il va faire stop, il va se poser des questions, mais je vais où? Et là, il y a un blocage. Parce qu'en fait, c'était le parent qui prenait toutes les décisions, qui était toujours au devant de la scène, qui lui disait comment traverser. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, de tout à l'heure. Des enfants de la rue qui traversent mieux que nos enfants. Oui. Tout simplement parce qu'en fait, très tôt, il a compris que en fait, les gens roulent mal. Donc, quand il arrive au bord de la route, tout de suite, son mécanisme, son réflexe en fait, de survie se met en branle. Oui. Et donc, pour traverser, il fait plus attention parce qu'il s'est dit, attention, moi, personne n'est là pour me protéger. Donc, du coup, il faut que je me protège moi-même. Oui. Il affronte le danger. Il affronte le danger. Alors que nos enfants, à qui on a toujours, on ne fait pas ceci, on apprend ceci, on est toujours là, on les prend par la main, on fait tout pour eux. Mais le jour où il y a un danger, paf, ils se demandent qu'est-ce que je fais. Parce que comme on est habitué à tout faire, quand il y a le danger, il va tourner derrière pour chercher à savoir est-ce qu'il y a celui qui lui fait ça habituellement, qui puisse venir l'aider. Voilà. Alors, docteur de Chacus, on revient à vous. Lorsqu'on prend l'enfant surprotégé, il devient qui finalement à l'adulte? Un adulte surprotégé toujours ou un adulte cas social? Permettez-moi déjà rapidement, j'ai suivi un peu l'émission, les différentes interventions, mais permettez-moi rapidement de vous dire déjà que dans la familiale, nous observons plusieurs formes de surprotection parentale. Et ce n'est pas anodin que vous ayez lié la surprotection surtout à la maman, à la mère. Oui. Au-delà du fait qu'elle soit le socle de la cellule familiale, il y a le fait aussi que chaque enfant a une histoire spécifique. La maman a son histoire avec chaque enfant. Elle sait le contexte, les conditions dans lesquelles elle a fait chaque enfant. Et il se trouve que elle développe un attachement spécial avec certains enfants qui font qu'elle ne se rend même pas compte que
le fait de vouloir protéger à tout prix l'enfant contre vents et marées l'emmène maladroitement à ce phénomène dont vous parlez aujourd'hui, qui est la surprotection maternelle. Et il y a un cas qui me plaît quand même de partager avec vous. Je ne sais pas si vous l'avez abordé sur le plateau. Allez-y, docteur. Le cas des familles recomposées. C'est récurrent. Vous avez madame qui a peut-être eu un enfant avant d'entrer dans le ménage avec monsieur Y et X. Et ils ont eu des enfants. Et nous sommes dans une société où malheureusement, l'homme a tendance à négliger ou à ne pas accepter l'enfant que son épouse a eu dans un nid précédent. Et ça fait que cet enfant est négligé, mais la maman qui a vécu une histoire avec cet enfant auquel elle tient, elle est attachée, se retrouve être le seul défenseur de cet enfant-là. Et elle a tendance à le ou la surprotéger. Ça, c'est une situation que nous vivons constamment et on ne peut rien y faire. D'accord. Maintenant, revenons à la question de Mme Danonde. Que devient l'enfant surprotégé une fois adulte? Mais un enfant surprotégé, c'est un enfant qui, malheureusement, a moins de défense. Parce qu'on n'a pas permis à cet enfant de développer sa personnalité et de se préparer suffisamment aux réalités de la vie. Et donc, c'est un enfant qui se trouve souvent en état de fragilité, de vulnérabilité, et ils ont des difficultés à faire face à la vie, à répondre à des exigences de la vie sous différentes formes. D'accord. On les appelle souvent, pour certains, des fils à papa, des fils à maman. Des filles à maman. Hein? D'accord. C'est des enfants qui ont une capacité d'adaptabilité souvent faible. Et alors qu'on sait, par exemple, dans les exigences du monde professionnel, on prend que la sphère professionnelle, qu'il faut au-delà des compétences et des capacités intellectuelles pour la gestion des tâches auxquelles incombe la fonction ou le poste, pourvu qu'il faut des aptitudes, d'accord, au-delà des compétences intellectuelles pour faire face aux aléas de la vie professionnelle. D'accord. Docteur de Chacus. Ils sont souvent aptes. Docteur de Chacus. Moins aptes, oui. Docteur de Chacus. Oui. Merci de continuer par garder la ligne. On va revenir au docteur Botton pour qu'il nous dise déjà, dans un premier temps, docteur, est-ce qu'il y a un danger? Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas bon de protéger ou bien de surprotéger l'enfant. Mais quels sont les dangers auxquels on expose le futur adulte si on le surprotège? Lorsque vous surprotégez l'enfant, en fait, les dangers, la première chose, en fait, l'enfant a ce qu'on appelle un peu estime de lui-même. Ah oui? Oui, il a un peu estime de lui-même parce qu'en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui il s'apprécie par rapport à ce que le parent veut. Donc, lui-même, en fait, il ne sait pas s'apprécier. C'est ce que le parent dit qui est ce qu'il est. Donc, lui-même, il ne voit pas son propre potentiel. Voilà. Okay. Et le docteur de Chacus l'a bien dit tout à l'heure, en fait, il a un peu estime de lui-même parce qu'il ne sait pas, en fait, il ne sait pas la valeur qu'il a, puisque cette valeur-là dépend du parent. La deuxième chose, en fait, c'est un enfant qui est impatient. Ce sont des gens qui sont impatients. Ils veulent tout là, tout de suite. Parce qu'on a l'habitude de leur donner tout là, tout de suite. Donc, si vous ne leur donnez pas, vous avez des problèmes avec eux. C'est des enfants qui sont toujours dépendants, en fait, des parents. Docteur, retenons d'abord le danger impatience. Oui. Mais est-ce une mauvaise chose que de donner à l'enfant ce qu'il demande? Si on en a les moyens, rien ne manque. Justement. Il faut pourvoir à ses besoins. Oui, vous pouvez pourvoir. On ne refuse pas, en fait, que vous pourvoyez aux besoins de vos parents, de vos enfants plutôt. Oui. Mais il ne faut pas mélanger. Vous avez tout à l'heure, le docteur, quand il a parlé, ça m'a fait penser à un truc. Il faut qu'on rende l'enfant intelligent et non qu'il ait une bonne mémoire.
Vous savez, souvent, le premier de la classe n'est pas forcément intelligent. Je me tue à le répéter souvent. Il a la bonne mémoire. Oui, le premier de la classe n'a juste qu'une bonne mémoire, mais il n'est pas forcément intelligent. Il a la capacité de prendre ses cours, de venir les rendre, on lui donne la meilleure note. Mais est-ce qu'il est intelligent? Point d'interrogation. Parce que l'intelligence, elle a dit tout à l'heure, c'est la capacité de pouvoir s'adapter, de donner une solution à une situation nouvelle qu'on ne savait pas. C'est ça l'intelligence. Alors, je ne vous arrête pas. Hein. Ça me rappelle une petite histoire à l'université. Très souvent, à notre époque, vous entendez les camarades étudiants dire j'ai postulé, souvent ceux qui font l'ENAM. Et on me dit non, d'aller faire la FADESP, d'aller faire d'abord la faculté. Parce que c'est la jungle. C'est la jungle. Ah oui, se lever à 6 heures pour avoir un morceau de briques à 8 heures. Vous allez voir quelqu'un qui a fait la faculté, il est forcément plus intelligent que quelqu'un qui a fait une école. Ah bon? Parce que tu fais une école, tu viens, tu as ta place, tu as ta chaise, personne, tu as ta chaise, tu es là, tranquille, tu es là, peinard. Mais à la faculté, tu es obligé de développer des aptitudes pour pouvoir tout de suite t'intégrer. Et justement, c'est de ça que parlait le docteur Chacus. Quand tu entres dans une fonction, on ne veut pas seulement tes capacités intellectuelles. Intellectuellement, tu es bon, mais on veut aussi ton intelligence, ta capacité à pouvoir t'intégrer dans une équipe. Ta valeur intrinsèque pour pouvoir travailler avec les autres. Si ce n'est que, si par exemple dans une école de journalisme, il est le premier, il est celui qui a toujours les meilleures notes. Et après, quand on le met dans une équipe de journalisme, est-ce qu'il est capable de pouvoir transcender? Arrive-t-il à décrocher une interview avec le chef de l'État peut-être? Pourquoi pas? Face à 1000 journalistes. On va inviter le chef de l'État sur notre plateau un jour. Parce que s'il n'arrive pas à transcender, ça va être un opinion spécial. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait qui lui manque. Donc, on va parler des autres dangers. Alors, les autres dangers, c'est quelqu'un qui dépend de ses parents. Il est impatient, il dépend des parents, il a toujours besoin en fait que les parents disent avant qu'il ne puisse donner son OK. Est-ce à dire que les hommes mariés qui font toujours retour à la belle-mère toute décision sont des enfants. Ils ont été surprotégés. Ah ouais, systématiquement. Et c'est pour ça, souvent, j'ai l'habitude de taquiner les mamans. Je dis, vous dites souvent que les hommes ne sont pas bons. Mais quand vous éduquez vos enfants, pourquoi vous ne les éduquez pas pour qu'ils soient bons pour une autre femme? Ça, c'est une question. Parce que si vous pensez qu'un homme n'est pas bon, ça veut dire que quelque chose vous a manqué. Donc, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas le pli à votre garçon de sorte qu'il soit bon pour une autre femme? Mais vous allez voir, cette même femme qui a subi ça, c'est elle qui sera toujours en train de fouiner dans la vie. Effectivement, puisque quand un enfant a été surprotégé, j'ai dit tout à l'heure qu'il dépend de ses parents. Donc du coup, quand sa femme lui dit il faudrait qu'on prenne telle décision, attends, je vais aller demander à ma mère. Non, il n'a pas encore fait Madame Théo, est-ce que vous avez été confrontée à ces genres de situations où le monsieur est obligé de faire recours à sa maman chaque fois avant de prendre des décisions? J'apprenais seulement, mais je suis... Vous appreniez? Oui. Quand j'étais plus jeune, je vais dire. Oui. Et souvent, quand la femme demande quelque chose à son mari, et il va voir sa maman, que je donne, c'est sa maman qui donne l'ordre avant de donner. Donc, mais pour éviter ça, à votre avis, comment est-ce qu'on devrait éduquer les enfants? Vous savez, éduquer un enfant, c'est un peu délicat. Surtout les garçons. Quand vous ne donnez pas une bonne éducation aux garçons, c'est ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que vivre avec une femme, ce n'est pas un truc facile. Ce n'est pas un truc facile. Et il faut savoir se comporter seul avant de vivre avec. La faculté. Bien sûr, la faculté. Avant de vivre avec une femme, oui. Il faut savoir vivre seul parce que si tu ne sais pas te comporter comme en groupe, en société, tu ne peux pas vivre avec une femme. Oui, Madame Théo, est-ce qu'il n'est pas déjà arrivé que vous ayez un regard un peu très très pointu sur un enseignant qui aurait fait du mal à votre enfant ou bien un voisin qui l'aurait trop apostrophé dans la rue? Vous savez, un jour, je me rappelais quand mon garçon est né, je l'ai commandé et il a dit « Maman, je ne veux pas passer par cette voie. » Je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Il me dit que telle personne a l'habitude de l'insulter. Je dis, ah bon? Amène-moi vers lui. Amène-moi vers ce dernier. Et arrivé là, on l'a vu assis devant
une dame, je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi chaque fois mon garçon, quand il passe par ici, tu l'insultes? Il me dit, jamais, je ne l'ai jamais insulté. Je lui ai dit, tu l'as insulté, tant. Il a nié totalement. La dame, devant qui elle est, la dame lui a dit, mais ce petit ne comprend pas ce que tu lui as dit. Il ne comprend jamais ce mot-là. Donc, ce qui veut dire que tu l'as vraiment insulté. Je dis, voilà. Moi, je dis que mes enfants à la maison, je leur demande de ne pas insulter. Mais toi, tu vas lui apprendre à insulter au dehors. Ce n'est pas normal. Oui, mais le fait d'avoir été voir le voisin en question, ce n'est pas une forme de surprotection de cet enfant? Non, c'est tout de la protection. Oui, parce qu'en fait, le problème... Finalement, la différence, là, c'est où? Parce que celui qui est surprotégé, en fait, est limité dans l'apprentissage. Ah, d'accord. Les enfants surprotégés, en fait, sont limités dans l'apprentissage. C'est des gens qui ont du mal, en fait, On apprend de ses échecs. C'est lorsque tu as posé un acte, que tu n'as pas réussi, que tu apprends. Vous avez vu, il a posé l'acte. Il est passé par là plusieurs fois. Il s'est fait insulter. Il est revenu, dit, maintenant, je n'arrive pas à trouver de solution. Est-ce que vous pouvez m'aider? La maman est partie l'aider. Et maintenant, il a appris, voilà, quand j'ai échoué comme ça, voilà la solution que je pourrais avoir demain pour pouvoir franchir ce cap. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il a une capacité au moins de venir demander pour pouvoir apprendre. D'accord. Alors que si c'était un enfant, par exemple, qui était surprotégé, en fait, dès qu'on l'insulte, mais il aurait déjà fini de faire la bagarre. D'abord, tout le cassé serait déjà en sens dessus. Et on allait le ramener en fait à la maison parce qu'il a déjà frappé tout le monde, il a déjà lancé cailloux à tout le monde. Et c'est en ce moment, en fait, la maman n'allait pas seulement aller essayer de le protéger, mais elle allait partir en fait ajouter pour elle dessus. Et donc ça allait faire tout un méli-mélo. Vous avez vu? Et bonjour les responsabilités. Alors, mesdames, messieurs, nous allons écouter à présent quelques concitoyens qui ont bien leur petite idée sur la question. Voici, ils sont au micro de Oseni Adeleke. Quand on se protège l'enfant, c'est pas bon. Si l'enfant est dans l'erreur, il faut le corriger. Et les moments où ils se protègent les enfants, c'est qu'ils gâtent l'enfant. Quand les gens ne trouvent pas vite d'enfants et que c'est un ou deux, ils ont envie de chérir leurs enfants. Dans certains cas, c'est bien, mais dans certains cas, c'est pas bien parce que l'enfant peut prendre ça autrement. Il y a des enfants qui deviennent impolis, ils parlent mal aux parents. Une mère qui est en train de, en tout cas, gâter trop son enfant parce qu'elle aime trop son enfant. Ce n'est pas une éducation. Le fait qu'on chérisse trop les enfants n'est pas une bonne chose. Il faut savoir limiter. Parce que si on ne limite pas, l'enfant va prendre goût et ne pourra pas s'en sortir dans la vie réelle. Il ne pourra pas être responsable. Quand l'enfant sait que sa maman le protège dans tout, il peut aller causer des dommages, des choses, en ayant foi en lui que sa maman va le sauver, quoi. Donc, si l'amour est excessif, là, ce n'est plus bon. Il faut aimer son enfant, mais de façon modérée. Et oui, voilà, le débat continue, mesdames et messieurs. C'était donc la Vox Pop, plutôt de précieuse Akwehonou. Alors, madame Théo Thoron, vous avez suivi les compatriotes, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est normal, c'est ce qu'ils ont dit, c'est normal. C'est très bon, c'est vrai parce que un enfant surprotégé peut tout casser au dehors. Et amener, comme on le dit, casse tout, tu m'amènes la facture. Ah oui, casse tout, tu m'amènes la facture. Et le parent va se présenter et protéger encore cet enfant. Mais les parents c'est un danger. Disent, s'il y a un problème là-bas, il faut être en train de mordre la personne, de griffer la personne, et après tu viens me chercher, moi-même je vais faire bagarre avec toi. Et quand il a problème en ville, même si c'est à 2 h du matin, il vient appeler sa mère pour dire viens se battre avec moi. C'est un enfant un danger public. Ah ouais? Ah oui? Je ne vous arrête pas, mais la maman ou les parents surprotecteurs aussi, est-ce qu'ils ne couvrent pas un danger? Un danger, un grand danger. Il couvre vraiment un grand danger. Parce que si tu surprotèges ton enfant d'abord n'est pas éduqué. Oui, tu surprotèges ton enfant, tu le fais tout. Tu le protèges. Comme vous aviez dit tout à l'heure, on dépose les enfants à l'école. Oui. On le fait. Ce n'est pas pour les surprotéger. Par amour, oui, pour ne pas faillir à sa responsabilité. C'est pour cela qu'on les dépose à l'école, on va les chercher, tout ça là. C'est pour, je vais dire, c'est par amour on le fait. Mais
Un enfant. Mais est-ce à dire que les autres élèves qu'on n'amène pas en véhicule à l'école, qui ne connaissent pas ces conditions-là, les parents ne les aiment pas? Moi, je veux bien savoir. Mais oui, le débat mérite d'être fait, non? En fait, le problème qui se pose, c'est que... Oui. C'est une question de vie aussi. C'est déjà une question de niveau de vie. Ces enfants-là Le sont docteur souvent de gênés. Chacus l'a déjà dit. Oui. La surprotection, en fait, est... Comment on appelle ça? C'est en fonction du niveau social, en fonction du niveau économique, en fonction de la personnalité de chacun. Donc, ce que, par exemple, Alain considère comme surprotection, peut-être un autre va dire non, je ne surprotège pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien, une maman qui n'a absolument rien, elle laisse son enfant à la providence divine et peut-être que c'est celui-là qui va être le plus débrouillard. Dès qu'il y a une situation, c'est lui tout de suite qui, tac, il trouve les solutions. Mais vous êtes obligé de dire, ben, on ne m'a pas montré ça. Et comme je l'ai dit, si vous ne laissez pas les enfants apprendre de leurs échecs, ils ne deviendront jamais des adultes responsables. Le temps va tellement nous faire défaut en attendant de retrouver le docteur de chacun. Docteur Choco, est-ce que vous pouvez nous donner encore 2 ou 3 dangers Parce que vous aviez dit tantôt 8. Vous aviez cité 3. Oui. Il y a ce qu'on appelle par exemple la méconnaissance de la responsabilité. Les enfants qui sont en fait surprotégés ne sont responsables de rien. C'est toujours les autres qui sont responsables de... C'est pas ma faute. Ce n'est pas moi qui... Je ne suis pas... Ils ne se remettent pas en cause. Voilà. Et donc, comme ils ne se remettent pas en cause, en fait, ils ont ce qu'on appelle des troubles du comportement. En société, ils ont toujours l'impression que c'est la faute des autres. On ne m'aime pas. Quand je fais ceci, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ceci. Alors que c'est parce qu'il a un comportement défaillant, en fait, qu'il a du mal en fait à se faire accepter. Mais il a toujours l'impression en fait que c'est les autres, parce que depuis qu'il est tout petit, on lui a pas dit tu peux faire des erreurs. On lui a pas dit la vie, on peut aussi faire des erreurs comme on peut aussi bien faire. Et moi, sincèrement, mon directeur technique actuellement avec qui je travaille, mais je l'adore ce monsieur, il dit travaillons ensemble. Je peux faire des erreurs. Vous pouvez faire des erreurs, mais ça ne nous empêchera pas en fait de faire notre travail. Et quand vous avez un patron comme ça, en fait, vous avez envie de vous jeter à l'eau parce que vous vous dites, ben, de prendre des initiatives. Merci, de prendre des initiatives parce sans craindre en fait, parce que vous dites, même si je suis en train de vouloir me tromper, il va me repêcher et on va corriger ça ensemble. Ça me rappelle une ancienne chef production sur la une, Madame Ballet, pour ne pas la nommer. Alors, docteur, un autre danger avant qu'on ne retrouve docteur de Chacus. Alors, l'autre danger, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Et j'ai dit... On a parlé de l'impatience, on a parlé de peu d'estime. De peu d'estime, on a parlé de la dépendance des parents. Des parents, on a parlé de... Et puis, c'est des enfants qui ont peur et qui sont en insécurité permanente. Ils ont peur de tout. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais eu à faire des erreurs. Donc, il se demande à chaque fois qu'il veut poser un acte, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je vais le faire? Donc, il est toujours en train d'avoir peur d'eux. Il est toujours en insécurité. Et vous allez voir, je suis souvent parfois certains adolescents dans ce cas-là, où les mamans, du fait en fait du conflit avec le papa, inconsciemment, surprotègent les enfants. Et quand on les supportait, c'est inconscient, parce qu'en fait, elle est en conflit avec le père. Et comme elle est en conflit avec le père, elle se dit, enfin, le docteur du Shekas, je suis en fait la seule barrière. Je suis la seule barrière, donc moi, en tant que mère poule, allez, je protège mes œufs. Personne n'y touche. S'il veut me faire du mal, qu'il me fasse du mal à moi. Donc, elle se protège. Mais elle ne se rend même pas compte, quand ces enfants sont grandis, ils ont peur de tout. Ils ne peuvent pas prendre d'initiative. Ils ont l'impression qu'ils sont en insécurité partout. Ils voient en fait quelqu'un qui va leur faire du mal, alors que personne ne veut leur faire du mal. Donc, ils ont peur de prendre des initiatives, peur ils se sentent en insécurité partout. Ils ont l'impression qu'il y a un mauvais œil qui veut faire ceci, voilà. Non, c'est des enfants qui, en fait, n'ont pas confiance en la vie. Ni confiance en eux-mêmes, ni confiance en la vie. Mais je ne vous arrête pas, docteur, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la société, des vols, des viols, l'insécurité, la vie humaine en perpétuel danger, est-ce que
on va accuser les parents aujourd'hui de surprotéger leurs enfants. Alors, je vais vous dire une chose. Il faut que vous sachiez une chose. Lorsque c'est prouvé, c'est scientifique, lorsque la quantité de vols, de banditisme augmente dans un pays, ça veut dire que le pays est en train de se développer. Vous le savez, non? Ah bon? Oui, quelque part, oui, c'est vrai. Eh bien, comment? Ça veut dire, en fait, s'il n'y a rien à voler, personne ne vole. Vrai ou faux? S'il n'y a pas de truc à aller chercher chez les autres, personne n'ira chercher. Mais quelqu'un va vous opposer le fait que c'est plutôt les désœuvrés, les gens qui n'ont pas du travail, les gens qui sont drogués, qui focalisent leur attention sur les biens des voisins. Justement. S'il avait du travail, s'il avait quelque chose qui l'occupe. Ce voisin-là, il a quand même quelque chose. Parce que si ce voisin n'avait rien, même si tu es drogué, tu n'iras même pas, tu n'allais rien trouver. Aucun drogué ne va à l'église pour voler, vrai ou faux? Encore que ces derniers temps, les quêtes disparaissent. Voilà, vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire en fait que vous le voulez ou non, et ça, je le dis souvent aux parents. Et parents, quand je crois que j'ai écrit un truc là-dessus, et j'ai peur que mon enfant sorte, et bien je surprotège mon enfant parce qu'il y a trop de dangers dans la vie. Et je réponds aux parents, je suis désolé, votre enfant ne vient pas de la planète Mars, ni de la planète Lune, mais il vient de la planète Terre. Et tant qu'on sera sur la planète Terre, il y aura des dangers, il y aura de l'insécurité, il y aura des difficultés, il y aura ceci, il y aura cela. Mais justement, votre rôle, ce n'est pas en fait d'empêcher que votre enfant ne les rencontre pas, mais c'est de lui montrer comment, de lui donner en fait, pour pouvoir affronter. Et donc, dès que vous lui donnez ces outils-là, cet enfant pourra franchir le cap. D'accord. Voilà. Alors, docteur de Chacus, pour peut-être terminer, ma dernière question à votre endroit, je voudrais déjà savoir les adultes là qui nous suivent peut-être et qui se reconnaissent ou qui se disent « Ah ben, certainement que j'ai été un enfant surprotégé ». S'ils arrivent à s'en rendre compte, comment pourront-ils faire aujourd'hui pour sortir de ce cadre ou de ces phénomènes de surprotection qu'ils vivent? Oui, merci Madame la journaliste. Déjà, c'est important qu'ils prennent conscience de cette difficulté qu'ils vivent, parce que j'ai suivi, il y a Dr Breton, je crois, et des collègues qui sont sur et le Madame plateau, Théo, oui. qui ont dit beaucoup de choses, les conséquences de cette surprotection parentale avec le corollaire, vous avez baisse d'estime de soi, baisse de confiance en soi, personnalité faible, inadaptation sociale, plein de choses qui minent le quotidien de ces gens, de ces jeunes gens, du fait que, par exemple, quand il s'agit du garçon, il n'a peut-être pas coupé le cordon avec la mère. Oui. Attends. Et donc, il y a cette domination maternelle qui le suit, cette dépendance à la maman qui l'accompagne, même quand il est en ménage après, il a toujours besoin de l'avis de sa mère pour s'assurer du bon choix. Et donc, toutes choses qui créent des frictions, de la désharmonie dans son ménage, dans son couple. Et donc, la femme, son épouse, aura toujours l'impression qu'ils sont trop en ménage et qu'ils ne sont pas deux. Ça, c'est des sentiments, c'est des choses qui se vivent au quotidien. Mais l'autre sens aussi est possible, non, docteur de Chacus, où c'est la femme qui doit se référer toujours à sa maman avant d'exécuter ou bien de comprendre les décisions de son mari. Ou à son papa. Mais ça, c'est souvent pas fréquent. Pas le possible de dire, ça peut être à son papa, la fille de son père, voilà, qui a grandi dans le pantalon de son père, qui n'a pas coupé les liens, et donc elle a toujours besoin de l'avis de papa, parce que papa, c'est le modèle type d'homme, et c'est le surhomme, et donc c'est lui qui a toujours le meilleur avis, c'est lui qui a la science infuse, et donc l'avis de son papa est indispensable. Dans ce cas, maintenant, docteur de Chacus, de façon pratique, quel conseil vous pouvez donner à ces adultes-là qui se trouvent dans ces cas aujourd'hui et qui ont des difficultés à affronter la vie parce que leur comportement mène aussi la vie dure peut-être dans leur milieu professionnel et ainsi de suite? Évidemment, ces personnes sont en détresse. Ces personnes sont en détresse. Non seulement elles causent des souffrances pour leur environnement
temps familial, professionnel, environnement immédiat, tout écosystème dans lequel ils vivent. Mais ils sont en détresse et malheureux. Et eux-mêmes, ils sont tristes, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Et donc, ils ont besoin d'un accompagnement. Ils ont besoin d'un accompagnement. De simples conseils ne suffiraient pas parce que vous imaginez que c'est l'histoire de toute une vie. Et donc... et c'est progressivement que ça va se corriger. Oui, ça va se corriger, mais il faudrait que, idéalement, qu'ils rentrent dans un bon processus thérapeutique. D'accord. Docteur, le temps est la denrée la plus importante par ici. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être resté au téléphone et d'avoir partagé vos expériences et analyses avec nous. On vous souhaite une bonne journée, docteur Dechakus. Tout le plaisir. Merci. Oui. Alors... La maman sur ce plateau, qui n'est pas du tout mère poule, elle a dit, même si elle a sa Benjamine qu'elle essaie de se protéger. Alors, quel conseil avez-vous à donner à vos sœurs qui sont aujourd'hui dans la surprotection de leurs enfants? D'abord, je leur demande d'abord qu'il faut aimer les enfants, mais il ne faut pas les surprotéger. Parce que quand on surprotège trop les enfants, à l'avenir, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les enfants n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont toujours avec la maman, avec le papa, tout ça là. Les filles surtout, quand elles se marient, elles ont des difficultés à rester sous un toit. Même les garçons aussi, ils ont des difficultés à rester sous le toit. Une femme sous leur responsabilité. Oui. Ce serait difficile pour eux de rester sous un toit pour prendre des responsabilités eux-mêmes. Oui, c'est difficile. D'accord. Docteur Choco, apparemment, les conséquences à l'âge, je ne dirais pas adolescent, mais à l'âge adulte, c'est encore plus grave, c'est encore plus compliqué. Oui. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à ceux qui nous suivent? Alors, ce que je vais dire aux parents, il faudrait que les parents, la première chose, c'est d'apprendre, comme l'a dit maman, la notion de responsabilité. Il faudrait que les parents apprennent aux enfants à être responsables de leurs actes. Moi, chez moi, j'ai une astuce simple. Tu poses une action, je ne te dis rien. Tu prends un bic et une feuille, tu m'expliques le pourquoi. Moi, je veux juste comprendre. Je ne sais pas... La demande d'explication vient même à la maison? Oui, non, parce que en fait, ça fait deux choses. Première chose, en fait, ça lui permet de faire une bonne rédaction. Voilà. Et la deuxième chose, ça lui permet de pouvoir savoir que, en fait, quand on pose un acte, il faut être responsable de l'acte. C'est ça. Et de la compréhension de l'acte et d'avoir la responsabilité de cet acte. La deuxième chose, je vais dire aux parents, il faudrait que vous sachiez une chose. Quel que soit l'amour que vous allez donner à un enfant, il va arriver qu'il échoue. Il va arriver qu'il prenne des risques. Il va arriver qu'il se trompe. Il va arriver qu'il passe à côté de quelque chose. Ça fait partie de la vie. La vie, ce n'est pas une succession de réussites, mais c'est une succession d'échecs, de réussites, d'échecs, de réussites, d'échecs, 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 d'échecs et de réussites. Voilà. Donc, si vous comprenez que quel que soit l'amour que vous allez donner à votre enfant, vous lui faites comprendre qu'il peut arriver qu'il échoue, il peut arriver qu'il court des risques. Quand les gens, par exemple, me disent qu'on court des risques en traversant la rue, mais simplement en buvant de l'eau, on court des risques. Tu avales une gorgée de travers, tu fais une fausse route, tu peux là mourir tout de suite. Ça me rappelle l'histoire du douanier, on lui a dit que tu vas mourir par une voiture. Il a commencé par éviter les voitures, mais c'est la voiturette de son enfant qui l'a tué. Malheureusement. Oui, non. Donc, il y a des risques partout. Et donc, il faut apprendre à l'enfant, le risque existe. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le risque que tu vas te cacher sous mes jupons. Non. Tu vas les affronter. Si ça ne va pas, on va venir t'aider, en fait, te donner les outils pour que tu puisses passer le cap. D'accord. Et de cap en cap, tu vas apprendre à grandir. Donc, il faut arrêter de surprotéger l'enfant. D'être carrément toxique alors. Voilà, d'être tellement toxique. Voilà. En fait, un parent surprotecteur, ça fait partie des parents toxiques. Excusez-moi. Ça fait partie des parents toxiques. Ça fait partie, c'est un parent qui est toxique. Donc, il faut, sans même le savoir. Mais il y en a qui assument, hein, docteur. Oui. Ah oui, c'est mon enfant, on n'y touche pas, on ne lui dit pas un mot déplacé, on ne lui fait pas de reproche. Oui, mais le jour, en fait, il va avoir besoin de cet enfant. Oui. Quand il n'aura plus la capacité de pouvoir, en fait, aller défendre cet enfant, et il va dire, mais en fait, s'il te plaît, il faudra maintenant que tu prennes la relève pour me défendre. L'enfant lui va le regarder pour lui dire, tu m'as jamais appris à... Comment prendre cette relève.
défendre quelqu'un. Et il y a même un intervenant qui a dit l'enfant, même à la limite, ne respecte même plus ses parents. Oui, parce que c'est toi qui fais tout. Maintenant, tu me demandes de faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Docteur Choco, merci, vraiment merci d'avoir participé à ce débat. Tout le plaisir. Merci pour votre disponibilité. Vraiment. Franchement, je le dis au nom de toute l'équipe de Nopiden, merci pour votre disponibilité. Vous comprenez ce que je dis? Mesdames, messieurs, on n'a pas la prétention de vous donner des leçons. Loin de là. Vos enfants restent vos enfants, c'est vrai, mais ils sont des citoyens d'un pays. Ici, votre patronyme, c'est vrai, mais ils ont une nationalité commune, celle béninoise. Faisons en sorte que les enfants, filles comme garçons, soient de bons citoyens demain. Et cela commence aujourd'hui. Donnez-leur de l'amour, donnez-leur de la protection, mais fuyez la surprotection. Laissez-les nager, laissez-les dans la nature, ils reviendront plus forts. Nous, on continue. Permettez que j'ajoute peut-être qu'on revienne peut-être à cette étape de notre vie où c'est le monde entier qui éduque l'enfant. Oui, il ne faudrait pas qu'on soit encore dans une société où on dit c'est mon enfant, vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. Mais le jour où je vois ton enfant voler, que les gens sont prêts à le brûler, est-ce que vous allez le défendre? Merci beaucoup, madame Théo Toron d'être également passé. Docteur Breton, merci à vous également. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une petite pause avec la permission de madame Danone, bien sûr. Ah, mais tout.